l'innovation. L'innovation, c'est d'avoir déjà créé toutes les sphères. Voilà. C'est déjà ça l'innovation. Bon appétit. Ça s'appelle monsieur boîte. Ah Et il est dans les boissons. Et quand on est dans les boissons, boîte. Voilà. C'est pas une. Présidé par le professeur Willett de l'école de médecine de Harvard, qui est une des meilleures écoles de médecine du monde. Et Willett était entouré par 37 scientifiques de très haut niveau, de 16 pays. Donc ce n'est pas une déclaration d'écologistes radicaux. C'est une déclaration qui est faite à Harvard dans le temple des affaires. J'ai laissé d'ailleurs la citation en anglais, puisque l'anglais est la langue des affaires. Que dit cette commission? L'alimentation et comment nous la produisons détermine la santé de l'humanité et de la planète. C'est le nouveau concept d'une seule santé pour une seule planète et une seule humanité. Et des changements majeurs doivent être faits pour éviter la réduction de l'espérance de vie. C'est la première fois que des scientifiques alertent sur ce danger qui provient d'une mauvaise alimentation et des dommages à l'environnement. Donc, éviter la réduction de l'espérance de vie et la dégradation continuelle de l'environnement. Je crois qu'on doit méditer ça, que l'on soit un scientifique, un chercheur, ou que l'on soit un responsable politique, que l'on soit un chef d'entreprise. Alors le menu que je vais dérouler devant vous, c'est d'abord un panorama sur le système alimentaire et les filières d'aujourd'hui, quels sont les enjeux d'avenir et quelle stratégie adopter pour nos filières. Et en conclusion, une suggestion évidemment de chercheurs, une recommandation, c'est que la stratégie gagnante de demain, c'est la différenciation qualitative par l'innovation et le territoire. Alors aujourd'hui, vous avez ce schéma un peu complexe, très classique, qui est le schéma des filières et des systèmes alimentaires, dans lequel on part de l'agrofourniture, les semences, etc. On produit des matières premières agricoles, on les transforme par l'industrie agroalimentaire, on les vend à travers des canaux de distribution, et le consommateur va évidemment acheter ces aliments, ou d'ailleurs ça peut être de l'autoconsommation aussi. Il faut bien savoir que le système alimentaire puise ses ressources dans l'environnement. Et les ressources peuvent être renouvelables ou non renouvelables. Et évidemment, il y a une alerte sur la non-renouvelabilité de certaines ressources. Et ici, où intervient l'OCP, c'est-à-dire les phosphates, on a une très grave inquiétude sur l'épuisement des phosphates. Bon, à un horizon un peu plus lointain que le pétrole, mais quand même, c'est une quasi-certitude. Donc il faut réfléchir déjà dans les laboratoires, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'agriculture sans phosphate? C'est une question majeure. Deuxième chose que j'ajouterais, c'est que l'alimentation mettant en question la santé des populations, évidemment, ça fait l'objet de régulation publique à juste titre. Et dernière remarque qu'on peut faire, c'est dans quel contexte doit-on développer les filières et les systèmes alimentaires? Est-ce que c'est dans le contexte de la globalisation ou au contraire dans un contexte de territorialisation? Alors, on a fait une typologie très simplifiée ici sur les systèmes alimentaires dans le monde. Donc, vous avez aujourd'hui la majorité de la population mondiale, que ce soit dans les pays riches ou dans les pays émergents, ou dans les grandes villes des pays les plus pauvres, eh bien, se nourrit avec un modèle agro-industriel. Ensuite, vous avez une deuxième configuration qui est traditionnelle, 34% de la population mondiale, et enfin des formes intermédiaires, 15%, et les gisements d'avenir, ils sont dans ces formes intermédiaires qui sont des formes expérimentales de nouveaux systèmes alimentaires. Bon, il faut noter aussi que dans un même pays comme le Maroc, vous avez cohabitation d'un modèle agro-industriel, d'un modèle traditionnel et de formes intermédiaires innovantes. Alors, si je fais un constat rapide sur l'état du système alimentaire mondial aujourd'hui, je dois constater qu'il y a une quadruple insécurité. Il y a de grandes déclarations sur la sécurité alimentaire mondiale, etc. Ben Sharif l'a rappelé tout à l'heure, mais en fait, c'est une insécurité qui règne aujourd'hui. À cause d'abord des maladies d'origine alimentaire, ce qu'on appelle les maladies chroniques, en particulier l'épidémie qui explose vraiment de l'obésité, avec un cortège qui sont les maladies cardiovasculaires,
les cancers, le diabète de type 2, etc. C'est pour ça qu'on parle de réduction d'espérance de vie dans le monde. Hein. Il y a également les maladies infectieuses qui persistent, c'est-à-dire la pollution, notamment bactériologique ou chimique, hein, des substances alimentaires ou de la boisson, de l'eau. Deuxièmement, nous avons une instabilité des marchés, avec un yo-yo des prix qui est tout à fait impressionnant, c'est-à-dire qu'en l'espace de 2 ans, vous pouvez avoir les prix divisés par 3 ou multipliés par 3, et lorsqu'on est chef d'exploitation agricole ou chef d'entreprise agroalimentaire, c'est très très compliqué à gérer. Nous avons la dépendance externe par les importations. Le Maghreb est très fortement importateur de céréales. Et donc, évidemment, il faut avoir les devises pour acheter ces céréales. Le changement climatique, bon, ça c'est une préoccupation considérable, notamment dans cette zone, mais qui va concerner aussi le sud de l'Europe, du processus de désertification par la sécheresse. L'épuisement des ressources naturelles, je l'évoquais tout à l'heure. Et enfin, des questions économiques et sociales, c'est-à-dire qu'il y a, dans ces filières, il y a une asymétrie dans le partage de la valeur créée. On a fait un calcul rapide pour la France. Quand le consommateur paye 100, l'agriculteur ne récolte que 6. Ensuite, vous avez les industriels qui ont environ 35%, et puis tout le reste c'est du tertiaire, c'est de la logistique, c'est du marketing, c'est des choses comme ça, c'est-à-dire de l'immatériel. Mais celui qui est à l'origine de l'aliment, l'agriculteur, c'est celui qui reçoit la plus petite portion de la valeur créée. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Alors les enjeux d'avenir. Ça a été déjà défini par la FAO, dans un colloque international au Japon, qu'on appelle le protocole de Nagoya. Voici la définition de l'alimentation durable. C'est qu'elle est acceptable culturellement, ce qu'on oublie complètement dans la mondialisation et l'artificialisation des grands produits agro-industriels. Il n'y a plus de culture locale, évidemment. C'est écrasé par le rouleau compresseur de boissons, de soda, dont je ne dirais pas les marques, mais qui sont connues dans le monde entier, les pizzas industrielles, etc. C'est ça la nouvelle nourriture anonyme, si je puis dire. Il faut qu'il y ait un accès économique, évidemment. C'est-à-dire que le prix des aliments doit être adapté au pouvoir d'achat, ou bien il faut qu'il y ait des politiques publiques, notamment via la fiscalité, qui permettent aux plus pauvres d'accéder à une alimentation de qualité, loyale et réaliste, ça c'est évidemment éviter les fraudes, surnutritionnellement adéquate et optimisant l'usage des ressources naturelles et humaines. Alors la transition alimentaire, nous sommes dans la 5e transition, depuis que l'homme utilise le feu pour préparer ses aliments. Eh bien c'est un contexte de crise sanitaire, environnementale et sociale et économique qui font que la critique du modèle dominant que j'ai évoqué tout à l'heure, qu'on qualifie d'agro-industriel, eh bien elle est de plus en plus vive. En particulier par les consommateurs, parce que le consommateur change aussi. C'est-à-dire que l'on passe des choix basés sur le prix, l'apparence, la rapidité et la sûreté des aliments, à quelque chose qui est radicalement différent, c'est-à-dire d'abord la santé par les aliments, puisqu'on a pris conscience des risques pathologiques très lourds, la naturalité de l'aliment, le goût et la transparence dans l'information du consommateur. On note également qu'il y a une gestion différente des budgets temps et argent, c'est-à-dire que l'attitude du consommateur vis-à-vis de l'alimentation est en train de changer. Et donc il y a un réinvestissement que l'on observe dans les achats alimentaires pour avoir plus de qualité, mais aussi dans le temps consacré à l'acte alimentaire. Et donc tout ceci débouche sur un modèle que je vais détailler tout à l'heure, qu'on appelle les systèmes. Compte tenu de la contrainte de temps, je vous demanderai d'être bref, de cibler votre question et de vous présenter brièvement. Je prendrai quelques questions avant la pause. Vous avez là. De l'agroalimentaire. Je voudrais vous faire part de potentiel de HANA dans le domaine de l'économie solidaire et sociale. Nous avons tracé cette stratégie ici comme un levier de développement économique, mais aussi social. L'inclusion sociale de la femme du monde rural qui tarde à rejoindre le monde urbain dans sa dynamique et dans son développement.
Donc, Hamna, c'est un territoire rural à 70%. Il y a des disparités. Bon, c'est vrai que le périmètre urbain connaît un essor économique important, etc. Mais toujours est-il qu'il y a le monde rural traîne encore son agriculture qui doit s'adapter au changement climatique, dans la valorisation des produits terroirs, mais aussi dans les indicateurs sociaux tels que l'éducation et la santé. Je voudrais poser la question aux deux intervenants ou à la salle. Comment faire de l'économie solidaire et sociale un atout pour développer l'agropole de BGF? Comment l'inscrire comme un impératif, donc, parce que nous croyons beaucoup à ce créneau, beaucoup plus que l'économie libérale, de grosses infrastructures, de grosses industries qui peuvent certes engendrer des emplois, mais qui sont généralement, qui n'ont pas le souci de l'inclusion sociale des couches sociales qui est maintenant notre souhait et notre raison d'existence ici. Donc comment faire que cet agropole soit une plateforme pour l'économie sociale et solidaire de Hamna? Merci. Votre question, s'il vous plaît. Il faut me souvenir qu'au Maroc, vous avez encore 25% de la population qui vit de l'agriculture. Si on adopte la trajectoire des pays du Nord, ça signifie que vous allez tomber à 2% ou 3% de population active dans l'agriculture et donc dans le monde rural en général. C'est-à-dire divisé par 10. C'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. On a indiqué tout à l'heure qu'il y allait avoir des mutations dans l'emploi extrêmement importantes, avec la robotisation industrielle qui est inéluctable. Où sont les gisements d'emploi de demain? Alors, ils sont dans les services à la personne et aussi dans justement ces systèmes territorialisés qui vont fixer la population rurale. Mais une des conditions de fixation de la population rurale, c'est que les revenus dans l'agriculture soient suffisants. Et pour qu'ils soient suffisants, il faut que l'agriculture devienne multifonctionnelle. Et c'est là que l'agropole intervient. Il faut valoriser les matières premières par la transformation. Et là, on préconise de faire un réseau de TPE et de PME autour du cluster de l'agropole que vous êtes en train de créer là. Mais il faut aussi envisager l'entrée du tissu agricole et rural dans les services, dans le tertiaire. C'est pour ça qu'on évoque l'écotourisme, etc. Mais on peut imaginer aussi que dans un contexte de localisation territoriale, grâce à la numérisation qui a été évoquée, les réseaux Internet, etc., on puisse faire du télétravail. Donc c'est cet ensemble, il faut en quelque sorte faire un réseau entre l'activité agricole, les activités de transformation et les activités tertiaires. Alors pour que ce soit fait, effectivement, il y a un problème dans le statut des entreprises. Et il est certain que les statuts d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, en particulier les coopératives, mais qui peuvent avoir une forme évoluée par rapport au statut des pionniers de Rochetal, évidemment. Et en France, comme vous le savez, il y a la loi Pacte qui va sortir, qui est une loi dans laquelle on insère dans l'objet social des entreprises, non seulement évidemment le critère économique, mais aussi le critère environnemental et le critère de la solidarité sociale. Donc c'est sûr que l'économie sociale et solidaire peut être une solution extrêmement intéressante pour faire de l'ancrage territorial et du développement local. Merci, professeur Pasqua. Professeur Takeyo. Merci, Président. Je tiens tout d'abord à remercier M. Rassois pour sa prestation de haute facture, mais j'aimerais aller directement à deux petites questions. La première concernant, vous avez évoqué dans la stratégie de différenciation par la ressource, la qualité spécifique, l'origine, authenticité, etc. Et vous avez évoqué des forces
par la triple proximité et les faiblesses, atomisation, etc. Mais la question, à mon avis, qui se pose dans un premier temps, c'est est-ce que peut-on transformer les faiblesses en opportunités ou en force? Première question. Deuxième question, est-ce qu'on peut faire une liaison de la stratégie de différenciation avec les 5 pans du management? Vous avez se distinguer premièrement de la concurrence, deuxièmement, principale forme de différenciation par la spécialisation, différenciation par le temps, et en dernier lieu, différenciation par la marque. Et merci. Transformer des faiblesses en force comme au judo. Oui, je crois que c'est compliqué. J'ai signalé les forces qui ouvrent de nouveaux marchés. Bon, je le dis en France, à l'INRA, très important. Parce que l'INRA, créé qui a 60 ans, 70 ans, créé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, a été créé pour augmenter la production agricole et alimentaire par l'intensification mécanique et chimique et génétique. Ce qui était tout à fait légitime. Et grâce à ça, on s'est approché, d'ailleurs non seulement en France, mais dans toute l'Europe, de l'autosuffisance alimentaire. Mais aujourd'hui que le comportement du consommateur change, ce n'est plus un modèle viable. Donc si nos laboratoires de recherche publics mettent le cap sur le développement durable, on va rendre compétitifs des petites unités de production. Alors qu'on a tout misé sur la compétitivité par l'augmentation de la taille des entreprises. C'est tout à fait possible. Les chercheurs commencent à travailler, mais ils sont encore trop peu nombreux pour aller dans ce sens-là. La deuxième chose qu'il faut faire, évidemment, c'est qu'il y ait des politiques publiques d'accompagnement de cette stratégie de différenciation. Parce qu'on peut aussi corriger les distorsions de compétitivité par la fiscalité. Et on peut préconiser, on est en train d'étudier ça en France, mais de façon timide, c'est-à-dire qu'on peut taxer la junk food, c'est-à-dire la nourriture qui provoque ces maladies d'origine alimentaire. On a une petite taxe sur les sodas. Mais au contraire, on pourrait avoir une TVA bonifiée à taux très réduit pour les produits de terroir et les produits, disons, naturels, les produits bio, etc. Bon, évidemment, à Bercy, on n'aime pas beaucoup entendre parler de baisse de TVA, mais il faut envisager des outils de ce type. Et enfin, vous avez l'outil de la formation et de l'éducation. Je parlais tout à l'heure de matraquage publicitaire du consommateur par les grandes firmes, avec des budgets de plusieurs milliards d'euros. En France, c'est 5 milliards. C'est énorme. Alors, on peut corriger ceci par des campagnes génériques sur tous les écrans, non seulement la télévision, mais les tablettes, les téléphones, etc., qui montrent ce que c'est que l'alimentation. Parce que nos enfants, aujourd'hui, ne savent plus d'où vient l'alimentation. Ils mangent des produits surgelés, etc. Donc, il faut éduquer le consommateur, mais aussi éduquer le producteur, parce que le producteur est dans des routines, il est dans des modèles technico-économiques qui sont aujourd'hui dépassés. Donc l'investissement en éducation et en formation et en recherche dans la chaîne des savoirs, c'est quelque chose de fondamental. Merci, professeur. Alors, professeur Pasqua. Vous avez eu besoin, bien sûr, et vous l'avez précisé, donc besoin de justifier l'importance du renforcement capacitaire et bien sûr dans le cadre de cette question de benchmarking, donc qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Bien sûr, dans ce cadre-là, sachant bien que je peux réagir tout de suite, la région via la maison de vie est très disposée, bien sûr, à parrainer cette opération, sachant bien qu'il s'agit là de la première secteur de son genre qui s'assigne comme principal objectif le renforcement capacitaire et également la promotion de la coopération décentralisée. Je vous remercie. Merci, monsieur le vice-président de la région Safi Marrakech. Alors, monsieur le professeur, voilà, vous avez une autre requête. Le benchmark peut-il donner des enseignements orientés à contrôle? C'est
dire peut-être rapidement, le benchmarking est étudié. D'abord, il faut comparer avec les pays voisins, avec les pays qui ont le même forme d'organisation de l'agriculture et du monde rural. Les exemples que je vous ai donnés en Afrique pour l'agriculture. Attention, je ne parle pas d'innovation. Pour l'innovation, c'est le benchmarking avec les pays asiatiques. Mais si on veut faire vraiment, comme disait monsieur le gouverneur, structurer le monde de 70% du monde rural, c'est une agriculture très improvisée dans nos trois pays. Il faut une pleine représentation. Je crois que c'est ce que vous appelez l'agrégation. L'agrégation au Maroc. Moi, j'ai beaucoup voyagé en Afrique. Le grand problème, c'est ça en Afrique. Je ne sais pas au Maroc, c'est la représentation de ces agriculteurs. Dans beaucoup de pays, cette représentation n'est pas légitime. C'est soit des représentants nommés par l'État, soit ils sont rémunérés par les grandes firmes nationales. Donc évidemment, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de légitimité. Moi, je crois, j'ai voyagé aussi au Maroc quand même, je veux dire, j'ai beaucoup de collègues qui sont en économie et qui critiquent, on le dit ouvertement, l'approche à l'Europe. Pourquoi? Parce que il n'y a pas la confiance avec les agrégateurs. C'est ça le point faible, je pense, du benchmarking. Et donc, il faut aller vers d'autres pays. Comment avoir des représentants légitimes? Parce que, comme vous le savez très bien, les paysans sont très méfiants. Ils ont cette raison. Donc, c'est ça. Le mot-clé, si vous voulez, c'est organisation avec confiance et légitimité. C'est ça le grand problème des agropoles. En dehors des investissements, parce que, comme je l'ai dit rapidement, l'investissement, au début, j'étais un fanatique. En Algérie, avec les industrialisateurs, donc j'étais responsable des agro-industries. Une fois, moi, habité à Montpellier, j'ai fait un exposé, c'était en 78, je me souviens, j'allais aux missions aux États-Unis, justement, je vous raconte des anecdotes, c'est plus intéressant que la théorie. C'était beaucoup de théories, n'est-ce pas? Beaucoup de transactions, de théorie de la chance, tout ça, c'est des théories. Donc j'étais responsable des agro-industries, et le ministère m'avait envoyé au Canada pour discuter avec les grandes boîtes, aux États-Unis avec la Sotra, et je fais ma conférence à FAO d'ailleurs, à l'IAM. Et j'ai fait l'exposé des complexes agro-industriels, et c'est ce qu'on fait maintenant. Et l'impact sur l'agriculture, comment l'Algérie allait alimenter ses villes. Puis il y a un sociologue, M. Atia, qui était sociologue, il m'a dit, M. Benchari, écoutez bien, j'étais jeune, M. Benchari, vous allez violer le monde rural. Vous savez ce que je lui ai répondu? Moi j'étais naïf. Il dit, c'est pour développer mon pays. Je viole le monde rural, je le viole. J'ai honte maintenant. Mais bien sûr. C'est ça. Après, j'ai changé d'avis. Il y a 2016, j'étais avec Zakaria, qui était ministre de l'Agriculture, de l'Industrie, quelques temps après. On a cité le projet Lactimètre. On était avec l'équipe méditerranéenne. Il y avait un débat. D'ailleurs, Kamel, c'était fait qui avait lancé le sujet au Bédia, à côté de Bizarre, parce que Kamel peut en parler de moi. Kamel était justement en tant que PDG, il organisait les clusters, notamment les clusters lait. Et donc, il y avait une entreprise, un jeune entrepreneur qui a installé une entreprise lait, et donc, il organisait la collecte du lait pour les petits agriculteurs. Donc, il y avait un débat entre ceux qui disaient l'industrie va écraser les agriculteurs, etc. D'autres qui disaient non, il fait d'entraînement. Le complexe agro-industriel allait aider les paysans, etc. Alors, Pélissier, mon ex-directeur, je veux dire que je ne l'aimais pas, maintenant je suis à la retraite, il m'a dit, toi le spécialiste des filières, qu'est-ce que tu penses? J'ai dit, moi je pense rien. Tu me payes une mission de moi, je vais faire une enquête. Parce que ça dépend, c'est pas le fait d'investir, c'est pas automatique. Il faut voir, faire une enquête. Dans certains cas, s'il y a toutes les conditions, ça marche. Et j'ai donné l'exemple de la Hichard, je peux donner beaucoup d'exemples où ça marche. Je peux vous donner des exemples, disons, où l'agriculture. Alors, pour 20 minutes, à Madame Paulette Pommier. Ça me donne l'occasion vraiment d'avoir un échange compte tenu de l'étude que j'ai été chargée de faire. Alors j'ai été chargée de faire cette étude sur un état des lieux des clusters au Maghreb. Cette étude s'est terminée en 2014. Donc elle date, donc il va y avoir
beaucoup de compléments à apporter et bien sûr pas nécessairement au cours de cette réunion, mais certainement au cours des échanges que nous pourrons avoir par la suite. Alors cette étude elle a été commandée par IPMED. IPMED c'est l'Institut de prospective économique pour le milieu méditerranéen. C'est un institut, bon, certains doivent connaître, qui a été fondé et qui est présidé aujourd'hui par Jean-Louis Guigou. Jean-Louis Guigou a occupé des fonctions importantes en aménagement du territoire, où il a notamment dirigé la délégation à l'aménagement du territoire, qui est l'administration qui est chargée du développement territorial en France. Et c'est le moment où nous avons pu, avec lui, sous sa direction, lancer la politique des clusters. Donc je veux juste dire deux choses, que la politique qui a été lancée en France et qui a pris corps à partir des années 98 et qui s'est développée par la suite jusqu'à 2004 avec les pôles de compétitivité, est arrivée à un moment de convergence disons de trois tendances. La première est prête à participer, à présenter des projets, et la réponse qu'on leur demandait, c'est répondez si votre territoire représente une agglomération d'entreprises significative, si elles peuvent travailler ensemble, s'il y a déjà des coopérations qui existent, qu'on a pu repérer aujourd'hui ou qui dans le passé, et est-ce que vous avez imaginé de la coordination? Au fond, on avait par là déjà défini ce qu'allait être un cluster plus tard, une concentration sur un territoire d'entreprise. Donc c'est ainsi qu'on a lancé cette première politique. Elle a été suivie de là il y a eu 120 systèmes productifs locaux qui ont pu être validés, labellisés, qui est la compétitivité, non pas par les coûts, mais la compétitivité par l'innovation. Tous ces dispositifs, tous ces clusters ont cette ambition, effectivement, de gagner des parts de marché, d'être compétitifs sur le marché. Voilà, je voulais juste faire cette introduction parce que c'est ce qui va aussi un peu dans mes grilles d'analyse quand je fais ce travail d'observation de ce qui se passe en implantation de projet industriel. Je pense que c'est une voie d'avenir. Monsieur Bounoussel, je pense qu'il va exposer tout à l'heure ce qu'a la filière mouillée. La filière huître de Bizerte, 2016-2017, elle est importante parce que l'huître de Bizerte a un label qui a été mal utilisé jusqu'à maintenant. Il y a pas mal de conchiliculteurs qui y travaillent, et c'est une marque qui est connue à l'échelle internationale, mais pour différentes raisons de moyens, etc., c'est le cas même de l'initiation d'un cluster, pour leur permettre, entre autres, parce qu'ils exportent, mais chacun tout seul. Et on les a aidés, par exemple, à mettre en place un nouvel emballage, etc. Et la filière artichaut, elle est en cours de constitution. Donc là aussi, il y a une exportation importante dans cette filière et c'est mal organisé. Donc le cluster laitier de Bizerte, donc les membres, c'est des éleveurs du GIC, RIPMIC, c'est tout le gouvernement de Bizerte, une centrale laitière, 5 centres de collecte et une unité d'aliments de bétail, avec les institutions nationales. Donc le cluster laitier de bovin de Bizerte, les objectifs, c'est renforcer les capacités et les compétences des membres, assister les membres pour augmenter la taille de leur cheptel, améliorer la productivité du cheptel bovin, favoriser l'émergence d'une filière territorialisée, développer les savoir-faire locaux et améliorer l'échelle de valeur, favoriser la synergie entre les membres. Ça, c'est très important parce que les agriculteurs, comme vous le savez, sont toujours travaillent toujours tout seuls dans leur coin, et même le copain à côté ou le voisin ne sait pas ce qui se passe à côté. Développer des liens de coopération de partenariat avec les autres acteurs de la filière au niveau national. Favoriser la commercialisation des produits laitiers. Donc, les activités réalisées, première activité du cluster Bizerte, action de financement à court terme et interface. L'action de financement sort chaque fois dans les préoccupations de ces gens-là. Et ils sont vraiment touchés par la difficulté d'avoir des crédits. Et c'est des crédits relativement peu importants. Mais à titre personnel, ils n'y arrivent pas. Donc en se mettant en cluster,
Bien sûr, il y a des gros et des petits, il y a surtout un gros qui est président, mais il y a des petits aussi, et ils s'aident ensemble à avoir des crédits. Donc, action de financement. Il y a une étude de cas qui est Béjania, je crois, M. Mourad Boitou est là. Alors, si vous voulez bien mettre le PowerPoint. Nous inviter pour justement restituer votre expérience et j'adresse tous les saluts fraternels au monsieur le gouverneur et à toutes les institutions ici présentes qui nous ont fait l'honneur de participer à ce symposium, à ce forum. Moi, je pense que les expériences, le meilleur benchmark, c'est, je dirais, c'est à niveau, à une échelle régionale, où les uns et les autres, nous devons profiter, tirer tous les enseignements, afin que nous puissions nous développer de manière harmonieuse. Rapidement, un bref historique. Donc, nous avons été un peu les précurseurs des clusters en Algérie. Je tiens un peu à rectifier ce que disait Mme Tana. Nous avons été initiés, bien sûr, par une association de producteurs de champs, mais là, nous sommes érigés en cluster qui est totalement différent d'une association qui est régie par la loi sur les associations, alors que nous avons un ancrage juridique dans le code de commerce et sans but lucratif. Je vais donc... Donc, je vais vous présenter un peu au jour d'aujourd'hui. Donc, nous avons créé le cluster Boisson Souma à l'origine. Il y avait bien sûr un ancrage territorial qui a connu un décloisonnement puisque la filière était transversale, donc surtout le traitement, mais surtout, nous l'avons, après l'avoir décloisonné, nous avons intégré les acteurs de la chaîne logistique. Il y a plusieurs conceptions de cluster, mais je pense que la meilleure, c'est celle qui s'adapte au contexte local. Parce que nous avons des boissons, comme vous savez, c'est du volume, et il était important d'intégrer dans notre chaîne de valeur les acteurs de la logistique. Voilà. Et donc, au jour d'aujourd'hui, en faisant des remontées de filières, nous l'avons encore dénommé boisson agro-logistique. Agro, pourquoi? Alors nous avons ici un acteur de la filière lait qui est Condia Chile, qui au jour d'aujourd'hui, je vais l'expliquer tout à l'heure, pourquoi lui qui importait du lait en poudre aujourd'hui, donc ils font des remontées dans l'amont pour intégrer l'amont de la filière, à savoir des fermes laitières intégrées. Donc, comme vous le savez, le renouveau agricole en Algérie, je ne vais pas faire l'historique de l'agriculture que vous connaissez, où aujourd'hui, il y a vraiment un besoin de dynamiser les filières agricoles au niveau des territoires. L'Algérie, comme vous le savez, est notre économie est basée essentiellement sur le pétrole, 97% des exportations, et le défi actuel, c'est de diversifier l'économie. Tout dans notre stratégie, aujourd'hui, au niveau bien sûr, des pouvoirs publics, c'est bien sûr de dynamiser les territoires à travers donc, ce qu'on appelle le potentiel de région. Et là, il faut organiser et valoriser les choses. Ça n'a pas été facile. Comme j'ai dit, nous avons été précurseurs. Ça veut dire qu'on n'a pas créé comme ça. Il n'a pas été décrété. Un cluster ne se décrète jamais. Il y avait un besoin de promouvoir une filière et le gros problème qu'on avait, c'est ce cloisonnement. Comme vous le savez, depuis l'ouverture économique en 90, l'économie, je veux dire, l'acteur public s'est un peu retiré du monde productif. Et donc, il y a eu des privés qui sont venus en masse et aujourd'hui, on a même des grands players dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc, il y a eu ce besoin aussi pour la filière lait, presque, je dirais, peut-être mon collègue tout à l'heure pourra vous le dire, mais je pense que plus de 50%
Et nous avons une industrie, si vous voulez, qui est extravertie. Ça veut dire 70, 50, 70%, je n'ai pas les chiffres, du lait est importé en poudre de lait. La facture alimentaire est aujourd'hui, en matière de poudre de lait, plus d'1 milliard de dollars. Donc vous voyez cette nécessité de s'organiser, d'évoluer vers donc, de ce que j'ai appelé cluster industrie, industrialisante, comme disait Ben Chaïf, une nouvelle génération de Ben Chaïf. On a connu toute l'historique du développement industrialisant, et on est passé dans le secteur privé. Le secteur privé n'avait pas de tradition industrielle, donc ils ont exprimé un besoin de puiser dans ce qu'appelait un ancien ministre le vieux stock d'industrie. Mais au jour d'aujourd'hui, on a donné un nouveau souffle à notre économie, et donc pour justement introduire de nouveaux modes d'organisation, qui aujourd'hui est un concept moderne. Je rappelle qu'on a été assisté par la coopération algéro-allemande, GIZ. Donc, nous avons créé une task force. Je m'excuse, des fois, je fais des discussions pour rappeler un peu l'histoire, mais c'est très important. Je disais, on a même la pédagogie des clusters. Donc, après 4 ans de maturation, feuille de route, diagnostic, charte mondiale, donc ça a été vraiment un travail très, très facile et surtout un nouveau concept. En 2001, je ne savais pas ce que c'était qu'un cluster. D'accord? Et le défi numéro 1, c'est alléger la facture de mise. Je ne vous dis pas combien qu'elle est, mais actuellement nous arrivons quand même à moins différencier par rapport aux exportations de pétrole. Actuellement, les exportations hors hydrocarbures représentent 3%. Voilà. Il vous reste 10 minutes. Oui. Alors, les agropoles et les clusters. Je ne voudrais pas faire je dirais, donc de redéfinir ce qui a été dit avant nous. Je voulais surtout insister dans cette communication, sans faire l'historique du cluster de boissons, qui aujourd'hui fait 26 membres, des grandes entreprises aux petites PME. Et au jour d'aujourd'hui, comme nous avons un besoin, nous sommes dans la région Soumam, un ancrage territorial, Sétif n'est pas loin, et dans le schéma d'aménagement du territoire, il y a un décloisonnement même au niveau des hauts plateaux, et nous avons donc une relation dans la mesure où une spécificité de cette région, qui est un bassin laitier, Sétif, Béjaïa, et toutes nos universités puissent vraiment s'y mettre pour justement donner justement cette nouvelle, dans la nouvelle économie, et qu'il y ait un effet d'entraînement au bénéfice bien sûr du développement économique local. Voilà. Donc je l'ai dit tout à l'heure, cette région recèle un potentiel, et on a dit puisqu'il y a un potentiel, il y a déjà un cluster boisson intégrant la filière et qui a fédéré des acteurs de la logistique. Pourquoi ne pas donc développer, être un incubateur si vous voulez, de la filière en ayant les mêmes pratiques, les bonnes pratiques d'organisation et de gouvernance des clusters. Voilà. Comme vous savez, le territoire, c'est un niveau intermédiaire qu'on appelle MESO pour émanciper les mondes. Ça, c'est très important. Nous essayons d'apporter, par notre animation, des pratiques de bonne gouvernance à nos adhérents, à nos membres. Je ne l'ai pas souligné tout à l'heure. Le cluster a les avantages dans une association parce que nos sources de financement, c'est les cotisations, mais on a bien sûr l'avantage de l'écosystème. On peut intégrer. Le pôle de Borgelina qu'a déjà évoqué Kamel Belkaya. Donc la règle du jeu. Lauréat dans le cadre d'un concours au sein de. Notre spécificité à Béja, c'est que nous avons la seule race laitière dans le nord Maghreb. Alors, elle présente, c'est la race Silosa, elle présente
0,7% de l'effectif au vin en Tunisie. Et c'est notre spécificité. À Bordeaux, on a beaucoup travaillé avec notamment le pôle de compétitivité de Bizerte, qui nous ont beaucoup aidés pour pouvoir innover et donner un plus à la région. Bon, innover, c'est pas toujours facile, mais si on a la bonne formule, celle des clusters, donc on peut travailler avec, en tant que professionnel avec les universitaires pour innover. Innover, c'est pas facile. Donc je crois, j'en suis conscient que les clusters et les technoparks et de suite sont la formule à suivre pour innover. Donc, dans notre région, on a créé toute une dynamique économique régionale. Donc, nous, on est au nord de Béja. Notre projet se situe dans un petit village de 300 à 400 habitants. On a commencé par deux emplois fixes. Maintenant, on est à 12 emplois fixes et on a 12 travailleurs saisonniers. Donc, si on arrive dans un petit village de 300 à 400 de créer un projet qui ramène 20 plus emplois, alors je crois que si on arrive à faire ça dans tous les villages du Maghreb, alors je crois que le chômage, on n'en parle pas. C'est un exemple concret. Bon, je remercie le technopole, le pôle d'identité de Bizerte qui a cru en nous pour pouvoir réussir. Donc, voilà. Et donc, donc pour Bordeaux, c'était un fruit du travail collaboratif avec le pôle de quantité de Bizerte. Et donc voilà, j'étais bref, je vous remercie. Je vais lancer la vidéo de M. Ziad Ben Youssef qui va la présentation de la région, de potentialité agricole de la région Fès-Meknès, qui va nous permettre de savoir le pourquoi de l'installation de l'agropole au niveau de la région de Fès-Meknès. Et par la suite, passer en revue les différentes étapes de genèse de pôle de compétitivité avec Innova et son plan d'action. Alors, si vous permettez, ce sera l'occasion pour nos amis maghrébins, français, de présenter un peu la région de Fès-Meknès, qui est une région qui s'étale sur 4 104 000 hectares, qui est une région agricole d'excellence où la surface agricole de plus de 1 340 000 hectares. La superficie est régale de presque de 14%. Les principales cultures connues pour la région, c'est les céréales, oliviers, rosacées. Une région agricole d'excellence que ça se voit à travers son important pourcentage de participation dans la production nationale, où la région Fès-Meknès contribue à hauteur de 80% de tout ce qui est production cerise, plus de 40% pour tout ce qui est amandier, figuier, et plus de 60% pour la filière fruitier. Aussi, en plus de ces potentialités agricoles, nous avons un tissu agro-industriel assez important, où presque 31% de nombre des industries agroalimentaires sont installés au niveau de la région Fès-Meknès. Et ceci présente un principal axe étant les agropoles, en plus de certains nombres d'autres, comme l'organisation interprofession, la recherche et l'innovation et les réformes de gros marchés de produits. Alors, pour tout ce qui est agropole, la stratégie ministérielle vise le développement d'un certain nombre des agropoles qui sont agricoles et on le sent ces dernières années, M. Douéna. On a cette année une production importante de clémentine, de production d'huile d'olive, et où la valorisation et la commercialisation s'imposent comme un maillon essentiel du groupe. Qui est la gare des aéroports, et aussi nous avons une offre de formation assez importante par la présence d'un certain nombre des écoles d'ingénierie et la DEMINAS, l'INRA, l'Université municipale au niveau de l'agropole, tous les laboratoires dont ils pourraient en avoir besoin, le laboratoire de ce qui est établissement autonome pour l'exportation des produits,
laboratoire pour l'ANSA pour tout ce qui est salubrité de produits et respect de réglementation, et le laboratoire de l'UNARA pour tout ce qui est recherche et formation. C'est développer des projets collaboratifs à caractère innovant. Et lorsqu'on dit l'innovation, on cherche à se positionner par rapport à d'autres concurrents et donc avoir une valeur ajoutée plus importante et donc plus d'emplois. Ils sont organisés en 3 collèges de concert d'Aïcha. Ils siègent dans un conseil d'administration qui définit plus ou moins la stratégie entre les instituts de recherche et les besoins identifiés des acteurs industriels. Alors la question à laquelle je vais chercher à répondre, c'est quel type d'accompagnement pour réussir le projet de structure technopolitaine de la région Marrakech-Safi. Donc le plan se compose de 2 parties, un cadre conceptuel et un cadre organique. Alors le cadre conceptuel revient sur la nécessité d'organismes, de dispositifs réticulaires. Vous avez un défi de la mondialisation. Quelle structure technopolitaine agroalimentaire à mettre en place à la région Marrakech-Safi? Et quel type d'accompagnement pour l'avènement de cette structure? Cette question a un intérêt théorique, celui de montrer que les structures technopolitaines entrepreneuriales, voilà, c'est une classification qui est discutable, en tant que forme organisationnelle réticulée, adaptée au contexte de mondialisation, par opposition aux structures patrimoniales. Et sur le plan empirique, vous avez le concept d'accompagnement effectuable, dialogique. C'est un accompagnement adapté à ce genre de structure pour révéler le potentiel entrepreneurial. Donc le cluster MENARA, à la base, c'est une association à but non lucratif qui a été créée en 2012. En 2013, a été labellisée par le ministère de l'Industrie et Commerce en tant que cluster qui opère le premier cluster qui opère dans l'industrie agroalimentaire et cosmétique. Aujourd'hui, le cluster MENARA, on est à peu près à 70 membres entre industrie cosmétique, industrie agroalimentaire et une industrie support qui vient en aide aux 2 industries agroalimentaires et cosmétiques. Bien sûr, avec les universitaires et les institutions et des partenaires à l'échelle nationale et internationale. Donc l'industrie cosmétique représente à peu près 40% de notre effectif, l'industrie alimentaire à peu près de 35% et l'industrie support aux alentours de 10% et le reste c'est des partenaires à l'échelle internationale. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces partenaires? C'est qu'on développe des projets de networking, de collaboration sur des projets innovants. Donc le cluster MENARA a comme mission de travailler à améliorer la croissance et la compétitivité de la chaîne de valeur du secteur agroalimentaire et cosmétique avec nos membres. Et on a comme vision qu'on soit un organisme de référence, de promotion, de l'innovation et de l'internationalisation de l'entreprise marocaine à l'international, bien sûr, et d'être une opportunité de business dans la région de Marrakech-Safi. Donc qu'est-ce qu'on fait avec nos membres? On génère des nouvelles opportunités de business, on facilite leur processus d'internationalisation et on améliore leur compétitivité. On effectue aussi des veilles technologiques et concurrentielles. Donc, depuis notre existence, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, je vais vous montrer nos réalisations sur le terrain. Donc, au cluster MENARA, on a plus que 50 activités annuelles entre rencontres institutionnelles, internationales, promotion de l'innovation, de la recherche et développement. On travaille sur la visibilité de nos membres à l'international, du networking, des séances d'accompagnement des startups et des mises en contact et des formations. Donc jusqu'à aujourd'hui, on a plus que 25 formations et ateliers participatifs avec un taux moyen de participation de nos membres de 25%.
de 25 personnes. Pardon. Donc, nos thèmes de formation varient selon les besoins des membres. Donc, ça varie du management de projet au sujet de tout ce qui est management de l'innovation, tout ce qui est exigence de la qualité, gestion de l'innovation. Et la dernière formation, c'était sur la performance industrielle dans nos entreprises agroalimentaires et cosmétiques. Donc, aujourd'hui, le cluster MENARA, on dispose de plus de 15 études réalisées sur des marchés africains, américains, européens et marocains. Donc les derniers, c'était sur tout ce qui est substances naturelles du terroir marocain, qu'on peut les exploiter dans les produits cosmétiques, des benchmarks sur des clusters à l'échelle internationale et montage d'un écosystème régional des plantes aromatiques et médicinales. Donc aussi au cluster, on développe des startups. Donc ici, on vous montre les startups qu'on a accompagnées depuis l'idée jusqu'à la commercialisation des produits. On a 5 entreprises, une à Marrakech, une autre à la région de Taroudant et aussi une dans la région de Chichawa. Donc le cluster MENARA a une vocation nationale, pas que dans la région de Marrakech. Donc, et aussi qui est variable dans l'agroalimentaire et la cosmétique. Aussi, on accompagne des startups selon leurs besoins. On a des startups qui ont déjà démarré sur le marché, mais ils ont un besoin soit du networking, soit de la prospection des marchés à l'international, soit la matière première, soit des emballages, par exemple. Ou bien la conquête des marchés, comme le cas d'un Gabonais qui a développé une gamme cosmétique, le Safo, que maintenant il est présent à peu près en Afrique et en Europe, et il est basé à Marrakech. Et aussi la coopérative Platique qu'on a accompagnée sur plusieurs projets, qui est de la région de Hana qu'on a fait venir à Marrakech. Donc aussi, le cluster MENARA, c'est des projets collaboratifs. Jusqu'à aujourd'hui, on a plus de 30 projets collaboratifs et recherche-développement labellisés par le cluster MENARA. Quel que soit dans l'alimentaire, au niveau de tout ce qui est des chocolats pralinés, on a intégré l'huile d'argan, aussi la distillation des huiles essentielles par des panneaux solaires, développement d'une boisson à base du café, des bonbons à base du melon, à base des produits végétaux, aussi des succulents. Je vous invite à demander à l'ANSA de nous préparer, de faire déguster, c'est vraiment impeccable. Donc aussi comme projet collaboratif, comme j'ai dit tout à l'heure, donc montage d'une station de traitement des effluents avec quartier Saada, une visite industrielle avec le laboratoire Le 4 à l'Université Qadaiya, où on a fait venir nos industriels membres pour découvrir les laboratoires de caractérisation, et aussi l'installation des panneaux solaires, de distillation des palmes, que ce projet-là, on est passé dans la phase industrielle. On a implanté chez un industriel dans la région de Marrakech. Donc aussi, le cluster MENARA, c'est des salons pour faire connaître nos entreprises. Le cluster MENARA s'est approprié un salon au Maroc, le Cosmetista, qu'aujourd'hui on est partenaire institutionnel et on participe avec un pavillon de 72 mètres carrés qu'on offre des stands à nos membres avec des prix attractifs. Donc l'édition de 2017, on était un peu... Nous serions ravis de vous organiser cette visite demain ou après-demain, donc on sera Merci. L'étude et l'analyse des modalités dans la mise en place d'un agropole, tout en mettant une réflexion sur les expériences des États précisément méditerranéens du Maghreb, à savoir le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et bien sûr la France. Alors là, en effet, nous avons en quelque sorte la présence des experts internationaux, des présidents des agropoles, que nous avons, nous remercions vivement pour leur contribution effective, ainsi pour la réussite bien sûr de cet événement.
Nous avons tout d'abord, bien sûr, certaines présentations qui ont été présentées par les professeurs M. Silemo, ainsi que d'autres présentations sur les clusters MENARA. De l'Algérie aussi, le président et l'administrateur des clusters Vassan, Mourad Bouatou, ainsi que M. Abdullah Zirouklan et M. Le grand expert Abdelhamid Ben Sherif, qui vient bien sûr de Montpellier. Aussi, nous avons d'autres présentations qui ont été présentées de la part des Tunisiens, à savoir M. l'expert Kamel Belkahia, le PDG du pôle de compétitivité de Besart, dont nous avons constaté bien sûr sa contribution effectivement qui nous tend finalement la réussite de la marque que nous avons vue avec la marque Borge Lella. Aussi, finalement, bien sûr, on prend en considération les experts français qui nous ont donné, bien sûr, une expérience considérable en la matière, précisément pour les agropoles. Nous avons aussi le grand expert Jean-Louis Raspoint, un professeur de Montpellier, Sup Agro, et ainsi que Madame Paulette Pommy. Les différentes présentations ont penché sur une analyse approfondie des facteurs de réussite et de l'échec de la mise en place des agropoles spécialisés, surtout en domaine agroalimentaire. Aussi, ils ont mis en lumière, à travers des études documentaires et des études de terrain, l'état des lieux et la mise en place de l'organisation des agropoles dans les zones, bien sûr, maghrébines. Par ailleurs, ce forum a connu un débat très riche et chaleureux sur la problématique de la mise en place et la gestion des agropoles en contexte marocain. Nous avons présenté par M. Sherif, il y a une confusion entre ces expressions, à savoir les clusters, les agropoles, ainsi que d'autres expressions, comme l'avait évoqué M. le gouverneur auparavant, une expression très intéressante qui s'appelle les écosystèmes d'innovation. Alors là, il fallait quand même, bien sûr, clarifier certaines expressions pour savoir, en quelque sorte, bien sûr, les différences qui existent entre les expressions. La mauvaise connaissance de la notion du cluster et des bonnes pratiques, la problématique au niveau de l'implication des acteurs, la méfiance aussi, et finalement, bien sûr, des partenariats déséquilibrés. Pour les renseignements, les renseignements, nous avons finalement, bien sûr, 3 points essentiels, à savoir, le premier point, c'est la collaboration et les partenariats. Le deuxième point, ce sont les innovations et la recherche bien sûr, scientifique et finalement, bien sûr, le suivi et l'accompagnement. Pour le premier point, pour la collaboration et le partenariat, généralement, les expériences algériennes que nous pouvons bien sûr retenir que le partenariat public et privé est très intéressant, qui représente un levier d'action très important de la réussite et de la mise en place du cluster. Ainsi, l'agropole devrait s'inscrire dans une démarche entrepreneuriale. Il favorise aussi la coopération et développer la compétitivité des écosystèmes, dans l'écosystème bien sûr d'acteurs du territoire, ainsi d'organiser des rapprochements institutionnels, de l'expérience tunisienne ainsi que la contribution bien sûr des pôles de Bizart au développement de la marque Lella Borge, Lella, et en conséquence bien sûr à la création de l'emploi. Ceci est la création des fédérations, la tendance vers une fédération méditerranéenne représente une orientation principale pour développer bien sûr la clusterisation bien sûr et la reproduction. Le deuxième point, c'est l'innovation et la recherche scientifique. Le digital joue un rôle très important dans le développement des synergies entre les acteurs du territoire et des clusters. L'innovation aussi et la recherche scientifique représentent un levier d'action important pour la réussite des projets d'agropole que nous pouvons bien sûr citer à ce niveau, le cas du cluster MENARA, l'université Rabeïa.
Marrakech. Et finalement, c'est le suivi et l'accompagnement, comme l'avait évoqué M. Sidmo, pour bien sûr soutenir l'appui public. 2, c'est la transition alimentaire et du conventionnel au biologique, parce que la présentation aussi qui a été présentée par, si je me rappelle bien, monsieur Raspoint, très intéressante lorsqu'il a évoqué la question de la stratégie prise avant pour les produits biologiques, sachant qu'actuellement, par exemple, pour la région de Marrakech, nous avons un grand problème et des questions qui ont été soulevées par rapport aux produits biologiques, surtout des questions d'ordre professionnel. La deuxième question, c'est pour les transformateurs, et finalement par rapport d'ordre administratif, par rapport au cahier de charge, ainsi que l'arsenal juridique, bien sûr, pour mettre en place une stratégie bien déterminée, surtout pour les produits biologiques. Le passage aussi de l'étatique au privé est important pour dynamiser bien sûr la coproduction et la synergie au niveau de l'écosystème acteur, assurer un accompagnement d'abord aux porteurs de projets et par la suite au projet, adopter un accompagnement entrepreneurial patrimonial et finalement un accompagnement institutionnel pour asseoir la discipline collaborative. Et merci pour votre attention. Merci, c'est Mohamed pour la permission de M. le gouverneur. Donc pour remercier tous ceux qui ont fait le déplacement, que ce soit de France, de Tunisie ou d'Algérie, pour venir nous accompagner et pour aussi animer cette journée. Je commencerai par Al-Halim Sharif, que je n'ai pas pu présenter ce matin, directeur scientifique de l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier, un des acteurs essentiels de cette institution qui fait partie du SIAM, et qui a été un des fondateurs de plusieurs agropoles dans le pourtour de la Méditerranée. Je tiens à le souligner avec M. Raspoint, et les deux, ils ont créé des agropoles. Moi, je sais que certains agropoles, le Liban, la Jordanie, l'Égypte, l'Isaac, c'est M. Jean-Louis Raspoint, qui est un des cofondateurs du PCD, Pôle de compétitivité de Bizet. Je tiens à remercier également nos amis algériens, M. Mouatou, qui a fait le déplacement avec son équipe. Évidemment, un cas très, très intéressant sur le cluster Boisson. Je remercie également notre ami chef de projet auprès de Candia et administrateur du cluster Boisson, M. Zerouklin. Je remercie également M. Mketub, notre ami journaliste. Il y a également M. Ben Youssef, qui nous a parlé de Bourj Lena. Je n'oublierai pas nos amis qui sont venus du Maroc, comme le cas de C. Ali Abdal, évidemment, qui est un professeur de l'ENA, l'École nationale d'agriculture, mais également un des fondateurs du cluster produits terroir AMCLES, dont je fais partie, et je sais le travail considérable qu'il a mené jusqu'à aujourd'hui en termes d'enquête, etc., pour la labellisation de 52 produits de terroir. Donc l'étude, on va la présenter très très bientôt. Il y a aussi M. Mourali Mustafa, chef de division du développement des filières, à travers le cas d'Agrinova, le cas très très intéressant de ce cluster de
de la région de Grèce. Également, mes remerciements vont à C. Amin Sa pour la présentation du cluster MENARA. Je tiens également à remercier M. Mohamed Ali Zidou, directeur du laboratoire et Kalimat, pour également sa contribution à ce forum. Et il est un des initiateurs, évidemment, de ce forum. Donc j'ai tenu à remercier nos invités qui sont venus de loin pour animer cette journée de Belgrade. Merci, monsieur le gouverneur. Merci à vous aussi pour votre invitation. Merci beaucoup. Quant à moi, je vais saisir l'occasion pour remercier en premier lieu monsieur le gouverneur de l'aide précieuse qu'il nous a fournie tout au long de cette journée, et également la présence, remercier d'être présent parmi nous le président du conseil provincial, le vice-président de la région de Marrakech-Safi, monsieur le député et vice-président de la chambre d'agriculture, et bien entendu, il ne faut pas oublier la cheville ouvrière, qui est le comité d'organisation qui est là. C'est des jeunes, c'est des doctorants qui ont vraiment travaillé, arraché pour faire réussir cette manifestation. Et merci, et je suis de la parole à M. le gouverneur. Vous m'avez laissé. Donc, nous étions très heureux de vous recevoir, chers amis, les éminents professeurs. Vous nous avez fait part de l'expérience et des modèles très, très parlants. Sincèrement, personnellement, j'ai beaucoup appris parce que jusqu'à maintenant, on parlait de l'agropole et de nucléaire, mais c'était juste un projet génie civil, je dirais. Donc, on ne connaissait que l'INSI, l'aménagement de leur site, etc. Mais on n'a jamais parlé de l'écosystème qu'il va créer ou des mutualisations et de l'écosystème, tout l'écosystème qu'il va créer autour de lui pour dynamiser l'économie de Hana. Donc nous étions très très touchés par la qualité de vos interventions. Je remercie, comme l'a dit, le Moussa Sibirioun, l'Algérie et Tunisie, qui ont exposé leur expérience, mais également nos experts marocains aussi qui militent dans ce domaine aussi. Mais également les femmes et les hommes qui travaillent dans ce domaine, parce que n'oublions pas qu'il y a des hommes et des femmes derrière qui, vous l'aviez dit tout à l'heure, il ne suffit pas d'avoir le cluster, etc., mais il faut avoir le savoir-faire, il faut avoir les gens qui travaillent, qui produisent. Donc s'il n'y a pas cette valeur ajoutée qui se crée, on ne peut pas construire de cluster ni d'écosystème de savoir. Donc je salue vivement les femmes et les hommes qui ont pu créer et croire en le génie, faire des bonbons de fruits secs ou des couscous de quinoa, etc. Donc tout ça on le trouve ici à Hana. Donc ces hommes et ces femmes qui travaillent sur ces matières, qui croient en produits terroirs, qui pérennisent le savoir-faire marocain et le génie marocain, on les salue vivement. Et peut-être est venu le moment de vous rendre hommage et contribuer à votre travail en le valorisant, en le mettant en exergue et en le vendant au monde entier. Merci à tous ceux qui ont été présents et je vous donne un rendez-vous à la prochaine fois. Merci beaucoup.